la chaîne de soins, donc les ambulanciers, les brancardiers, les aides-soignants ou autres, ne font pas, et pardonnez-moi de la pique d'entrée, partie des statistiques pour l'instant du ministère de la Santé, et sont quand même des acteurs tout à fait essentiels. Là, c'est entre, globalement, on ne sait pas vraiment, mais ça double, entre 4 millions et demi et 5 millions. Donc voilà. Donc notre prendre soin des soignants, il est à prendre pas à la lettre pour le coup, mais au sens large de tous les acteurs de la chaîne de soins. Et on vous dit bienvenue. Maintenant, ça y est, voilà, ils sont presque tous assis, tout va bien, bonjour, bonjour. On vous dit bienvenue pour ce qui est, en fait, pour nous, pour le Cercle Entreprise et Santé, un épisode 3. Un épisode 3 de se prendre soin des soignants, centré sur la santé mentale, l'équilibre psychologique, en lien d'une façon générale avec le fonctionnement, que ce soit question de management, organisation et autres. Et encore une fois, vu non pas de l'épicycle de Mercure, mais du terrain complètement, et avec des exemples, deux grandes lignes d'exemples. Et on est très heureux d'accueillir ici alors le célèbre duo du centre prévention santé-travail de l'hôpital Foch, donc à côté de Paris, à Suresnes. Docteur Caroline Amiel est médecin du travail, elle est médecin coordonnateur de l'hôpital, donc avec, j'allais dire, le centre santé-travail classique, le service de santé au travail, service de prévention santé-travail, pardon, c'est SPST, c'est l'affiliation officielle maintenant, et en même temps, elle est à la fois la conceptrice et l'alter ego de Sabrine Berada qui est à côté, qui a une autre formation, puisque vous êtes psychologue du travail et psychologue large, si on peut dire, d'entrée de jeu, et puis vous avez aussi fait un master globalement à l'ESSEC, je pense, autour de ces questions et les questions de management aussi pour voilà. Et ce sont elles deux qui, avec une grande ténacité, ont eu l'idée et le concept d'un centre complètement à part et d'un concept totalement nouveau pour les soignants et les soignants spécifiquement de l'hôpital Foch. Pour l'instant, vous êtes globalement centré là-dessus. J'allais dire après Covid et après donc les grands coups, si on peut dire qu'a pris et que continue de se prendre d'ailleurs l'ensemble de la chaîne des soignants là maintenant. Et avec, vous verrez, un concept qui est tout à fait à part, qui nous a séduit. Je dois dire que moi j'ai eu la chance de le visiter physiquement avant son ouverture, et donc il y avait encore plein de plâtre et c'était voilà. Et c'est tout à fait spécifique parce qu'il est en dehors, c'est-à-dire que ce qui est important, bien sûr il y a des contacts, et bien sûr c'est lié, notamment c'est le rôle de Caroline de ce côté-là, mais c'est essentiel pour ceux qui, alors là, sont les patients, les utilisateurs de ce centre, que la confidentialité soit totalement et donc, moi, ce que j'ai retenu là-dedans, c'est qu'il n'y a pas de lien, c'est-à-dire que les datas, le système d'information n'a rien à voir. Vous savez que c'est souvent l'un des problèmes. Sans citer de trucs, les centres parisiens, c'est qu'on a les datas, on peut avoir les accès de tout le monde, donc là on n'a pas. Et de la même façon, donc c'est géré spécifiquement. Et de la même façon, les intervenants sont des intervenants spécifiques, ne sont pas les médecins locaux. Encore une fois, pour qu'il y ait toute liberté de ce côté-là. Et puis merci. Alors c'est une autre formation. Donc vous avez commencé, vous avez docteur Magali Brian. Merci à vous. Elle a une autre formation, puisque je crois que vous avez commencé comme anesthésiste et puis finalement vous êtes enfui. Et ensuite, Magali est psychiatre, donc elle est à la fois docteur en médecine du travail et psychiatre, et avec un autre concept. Donc oui, on a vraiment trois formations qui sont trois lignes de formation différentes qui sont là. Et vous êtes, j'allais dire, psychiatre à double titre et s'occupant de la santé mentale à double titre, donc à la fois de vos patients, puisque le centre de la clinique Montrepos, qui elle est à Écully, donc à côté de Lyon, est un centre de psychiatrie, et en même temps, donc avec
on imagine des conditions, un type de pression pour les équipes qui est bien spécifique, parce que c'est encore plus délicat de s'occuper de ce type de patient qu'autrement, et aussi pour son équipe. Donc on le verra tout à l'heure. Voilà. Donc voilà pour notre trio. Juste 2 mots, pardon, parce que je me suis pas présenté ni présenté notre cercle. Donc nous, on est un petit truc, mais néanmoins très très actif. On est un think tank sur l'avenir et l'évolution de la relation au travail et de la santé, j'allais dire, dans tous ses sens. Donc bien sûr physique, mentale, sociale, j'allais dire aussi organisationnelle et économique, parce que les impacts économiques sont très très lourds. Et on a monté ce système déjà il y a plusieurs années, des UX Forums, c'est-à-dire parole au terrain, certes les experts, mais pas les experts extérieurs, les experts vraiment du terrain tels qu'ils le vivent et sur les enseignements qu'ils peuvent globalement en avoir. Voilà qui on est. Moi j'en suis donc la fondatrice et la conceptrice de ces UX Forums. Et avant de vous passer la parole, je voudrais faire deux, trois choses et 2-3 points. Tiens. Voilà, donc là où on en est à l'épisode 3. Le premier, c'était en tant que tel, hein, parce qu'avant, on a fait des choses, notamment sur ce qu'on appelait résilience Covid, et qui était, je dirais, il y a 4 ans, quoi, en gros, sur la façon dont, souvent un peu en brasse coulée vis-à-vis de ces événements, et les choses n'étaient pas complètement formalisées. Les systèmes, et notamment les équipes, aussi intégraient des bénévoles, et des médecins bénévoles, notamment des médecins du travail. Nous en a un certain nombre de notre cercle qui sont venus et qui, parce que leur activité, j'allais dire, d'entreprise fermait, était arrêtée pour certains, ou en tout cas assez confinée, mais je dirais que profitaient, si on peut dire, ils faisaient profiter du temps qu'ils avaient pour être bénévoles là-dedans. Donc on a fait ça, on a fait d'autres choses aussi qu'on va reprendre parce que le sujet est important, sur les questions de violence et d'agression. Malheureusement, ce milieu, pour tout un tas de raisons, est sujet plus que d'autres parce que contact avec le public et public stressé à ce genre de choses. Et puis on a démarré, j'allais dire, l'an dernier, ça fait un peu plus d'1 an, avec, je dirais, notre célèbre duo là, et aussi Philippe de Normandie, Jean-Marie Fessler et d'autres, les nouveaux concepts, les nouvelles approches de santé au travail spécifiquement centrées là-dessus. Et puis on a eu, c'était il y a pas très longtemps, il y a 1 mois, un dialogue transatlantique, c'est-à-dire avec un regard canadien. Là-dessus, on va donc d'universitaires, j'allais dire, et canadiens et au Canada, parce que encore une fois, les perceptions sont un peu différentes, les études aussi, là-dessus, qu'on reprendra. Et à venir, à l'automne, on aura des choses avec le CNAM et la chaire management des services de santé, le CNAM à Paris, sur ces questions-là, avec des Zoom femmes, parce que c'est un peu notre obsession. Donc pardon messieurs de ne pas avoir respecté la parité pour une fois. Voilà, donc pour une fois c'est l'humain au sens femme, c'est pas plus mal. Et puis aussi sur les urgences, les crises, et notre autre marotte que vous avez peut-être vu hier, qui est les exosquelettes. Parce qu'encore une fois, ce métier, ce milieu, votre milieu par rapport à ce qu'est par exemple, ce qu'était le Japon, qui ont intégré ça il y a plus de 10 ans. Il y a plus de 10 ans, vous aviez 500 ou 600 hôpitaux au Japon qui tous étaient équipés d'exosquelettes, j'allais dire à 360 degrés, c'est-à-dire aussi bien pour les patients, pour les mobiliser le plus vite possible, et tout que pour, j'allais dire, les soignants. Ça allait depuis les chirurgiens qui opèrent pendant des heures et qui sont debout pendant des heures, c'est pas très très marrant, jusqu'à les aides-soignants. Enfin bref, il y avait tout le monde. Voilà. Donc ça c'est nous. Et juste quelques rappels là-dessus, et d'ailleurs c'est assez marrant parce qu'on est passé d'une préoccupation majeure dans les termes, encore une fois, médiatiques et autres, qui étaient les RPS, les risques psychosociaux, à la santé mentale. Et te dire que c'est sémantiquement intéressant aussi parce qu'on passe d'une analyse qui est, j'allais dire, sur les postes, sur les postes essentiellement, à une analyse et une attention, et ça c'est quand même plutôt bon signe, qui est centrée sur les personnes et qui est centrée vraiment sur les acteurs en tant que personnes et pas seulement, j'allais dire, en tant que personnel, si je peux me permettre, personnel comme on dit au Casino. Enfin pardon. Et donc ce qu'il y a aussi, là je vous mettrai là-haut, là je voulais juste rappeler parce que finalement c'est venu un peu tard, mais mieux vaut tard que jamais, comme dirait l'autre, c'est la définition par le ministère du Travail de ce que sont les risques psychosociaux, un risque pour la santé physique et mentale des travailleurs, les causes étant les conditions d'emploi, les facteurs liés à l'organisation de travail et aux relations de travail. Bon, oui, c'est venu un peu tard, mais ça doit dater de 2018 ou par là, et voilà. Et
sur cette question, sur la question de la santé mentale en milieu hospitalier, alors encore une fois, pardon, parce que là on va se centrer sur le milieu hospitalier et c'est oublier un peu, là on a à peu près pas de données, je veux dire, ce que sont les autres exercices, j'allais dire de la médecine, que ce soit en médecine libérale, en infirmier libéral ou autre, qui posent encore une fois d'autres types de questions là-dessus, mais ce qui est important, ce qu'on dit, c'est que au global, donc l'étude de la DARES qui date toujours un peu quand ils sortent toujours leur truc ailleurs, c'est qu'on a 31% des actifs au global sur les conditions de travail qui disent qu'ils doivent cacher ou maîtriser leurs émotions au travail. Et donc là c'est population globale, et là c'est beaucoup aussi, bien sûr encore plus peut-être dans les milieux de soins. Autant qui nous disent qu'ils doivent toujours ou souvent se dépêcher. 64% qui nous disent être soumis à un travail intense ou subir des pressions temporelles constantes, et à peu près autant qui nous disent on n'a pas l'autonomie globalement dans notre boulot. Ce que je vous ai pas dit mais que je vous dirai tout à l'heure, c'est bien sûr tout ça vous l'aurez. On va avoir le replay grâce à Jean-Loup, merci, ici présent dans début de semaine prochaine, et aussi les supports et ceux que vous m'aurez nous donner, on vous les mettra aussi en accès. Donc ça c'était au global là-dessus. Sur la santé mentale, là les statistiques sont, j'allais dire, international pour tous les pays dits avancés avec tous les guillemets d'usage. On sait qu'on a entre 15 et 25% ou 15 et 20% de la population générale au travail qui est estimée en problème de santé mentale. Et donc ça, c'est l'OMS qui le dit. Et on sait que le trio, si on peut dire gagnant là-dedans, c'est dépression, anxiété, stress. C'est ce qu'on retrouve globalement dans toutes les études, avec un coût qui est un coût extrêmement important, puisqu'on sait que au moins en France, 25% des arrêts sont sont en lien avec la santé mentale. Juste pour dire là, aux États-Unis, alors les types de déclarations et comme les types de couverture sont pas du tout les mêmes, et qu'il y a d'un certain côté relativement à la population active moins de déclarations de pathologies, enfin d'arrêt de travail à deux, les arrêts sont à 33%. Donc on voit, si vous voulez, l'importance et la prévalence sur tout ça. Voilà, donc en règle générale, ce qu'il faut noter aussi, c'est que on a très peu de données. Notre autre obsession au CERC, c'est les data, les vraies data, c'est-à-dire les data qui sont sur les comportements, pas sur les enquêtes de questions qui sont un peu fugaces comme ça. Alors, on a très peu de données. Alors encore une fois, pardon de redire des méchancetés, mais quand vous regardez les données devant lesquelles tout le monde se prosterne et et on a raison, qui sont celles de l'ACNAM, pas du CNAM, mais de l'ACNAM globalement sur l'assurance maladie, donc toute la branche AT-MP. Vous savez que le truc il est organisé avec ce qu'on appelle des CTN, et donc qui sont des grands secteurs d'activité. Et donc nous, je veux dire aujourd'hui, on s'occupe du CTN-I. Donc nous sommes tous des I ici présents. Simplement, donc, et alors là-dedans, ce qui est intéressant, c'est que c'est complètement amalgamé avec tout le reste, c'est-à-dire avec le travail temporaire, les métiers d'aide, là aussi, qui sont complètement méconnus en France, le nettoyage, tout ça ensemble. Donc, pardon de dire, voilà, notre grande communauté, nous sommes tous des I, et pour ça. En revanche, les I là-dedans sont ceux, oui, c'est totalement paradoxal, mais c'est la réalité, sont ceux de la CNAM et de la branche AT-MP qui ne s'occupent que des salariés du privé. C'est-à-dire qu'en gros, comme on sait que dans ce secteur, c'est 2/3 secteur public, fonction hospitalière publique, 1/3 contrat de type privé, tous les trucs sur lesquels tout le monde glose, pour l'instant, n'ont trait que au tiers. Donc c'est alors oui, je vous le redis parce que à chaque fois je voudrais bien qu'on est là. Alors il paraît qu'on va en avoir certains grâce d'ailleurs à une de nos copines. Si vous restez cet après-midi, vous l'entendrez, et parce que je lui posais la question de qu'est-ce qu'il en est de la fonction hospitalière et de la fonction des fonctions publiques, notamment territoriales. Elle m'a dit qu'elle avait réussi à les avoir pour les femmes. Alors bon, donc pardon encore une fois d'excessisme, mais on aura bientôt d'autres et de nouveaux trucs. Voilà. Et donc pour ça, voilà, 60% des arrêts de travail femmes seraient liés à des contraintes de travail. Ça, c'est j'allais dire le retravail par l'ANACT de l'analyse comment dire
des grandes pathologies du travail déclarées, et donc on voit là, juste pour situer là-dedans, que, alors là, comme elle a voulu inverser les choses, et elle a raison, c'est la colonne rouge, c'est pas la colonne rouge rose, c'est pas la colonne bleue, et donc on voit bien que les épisodes dépressifs, il y a qu'à regarder globalement les barres, globalement là-bas, les barres rouges les plus longues, c'est le dépressif, c'est, d'ailleurs il y a aussi des eczémas, enfin c'est autre chose sur des activités de grade, et les TMS. On le reverra, donc tout ça je vous le redonnerai, et dire, pour ceux qui veulent venir cet après-midi, Florence va nous regarder tout ça, Florence Chaper, voilà. Et donc l'autre étude, encore une fois, de l'adresse qui date un peu, elle nous rappelle que plus d'un quart des personnes qui travaillent à l'hôpital déclarent avoir besoin d'aide pour les difficultés psychologiques. Et pour en rajouter une couche, une autre étude qui n'est pas celle de l'adresse montre que, en tout cas en France, mais non, c'est la même chose aux États-Unis, les femmes ont une particulière pudeur ou réticence à exprimer, j'allais dire, dans des milieux classiques, c'est-à-dire ou avec leurs collègues, encore plus avec leur hiérarchie, mais même autrement, à expliquer leurs difficultés. C'est pour ça que c'est intéressant de pouvoir regarder, voilà. Donc ça, on vous laissera, et encore une fois, ça ne veut pas avancer, voilà.